Quand on pense à des découvertes, on pense rapidement à des choses qui vont révolutionner notre vie. Que ce soit le GPS, l'IRM, la 4G, toutes ces innovations ont une utilité précise. Mais le point commun de ces découvertes, c'est qu'elles tiennent toutes de la physique. En mathématiques, le lien entre une découverte et son application est bien souvent plus distant, voire impossible à relier directement. Et pourtant, pas de GPS sans Kalman, pas d'IRM sans Fourier, et pas de 4G sans turbocode. Le problème auquel on va s'attaquer aujourd'hui fait partie de ces découvertes. Et pour cause, la raison de sa recherche est peu commune. Notre histoire débute en 2006, cette année un animé qui se nomme La Mélancolie de Haruhi Suzumiya sort, et c'est un anime adapté d'un light novel, qui a un succès relatif, assez pour qu'on en parle un peu, mais il doit rivaliser avec des sorties un peu plus populaires telles que Death Note, Fate Stay Night qui sortent la même année. Honnêtement, je pourrais vous résumer l'histoire, mais ça n'a pas un grand intérêt dans notre récit. En fait, la particularité de cette œuvre ne tient ni de son animation, ni de son OST, ni de ses personnages, ni même de ces mèmes qui en sont tirés. Bon, peut-être un peu. Non, la véritable originalité de cet animé, c'est sa méthode de narration. La première diffusion de l'œuvre se fait via la télévision, et présente donc les 14 épisodes qui constituent la saison 1. Cependant, les épisodes ont volontairement été diffusés dans un ordre qui est non chronologique. C'est donc au spectateur de recoller les morceaux dans sa tête pour reconstruire l'histoire. Aucune chronologie simple n'est apparente. Cet ordre a été choisi par Kyoto Animation et le réalisateur Tetsuya Ishihara pour créer la confusion et la sensation d'étrangeté. Le roman étant une suite de nouvelles interconnectées, ils ont voulu retranscrire l'esprit désordonné de la narration du roman dans la série animée. Des discussions s'ouvrent alors pour savoir s'il faut mieux regarder l'animé dans son ordre chronologique ou dans celui de la diffusion télévisée. Mais en 2007 sort l'édition DVD de l'animé, et comme si cela ne suffisait pas, c'est un nouvel ordre qui est proposé. Toujours pas l'ordre chronologique, ni même celui de la diffusion. Et là, la question n'est donc plus de savoir quel est l'ordre de visionnage idéal, parce qu'il paraît clair qu'il n'y en a pas. Tout simplement parce que même les distributeurs s'amusent à en proposer plusieurs. Mais les débats continuent. Cette fois, pas sur l'ordre idéal de visionnage, qui vraisemblablement n'existe pas, mais plutôt sur comment pourrait-on s'assurer de ne pas louper un ordre de visionnage. Vu que les 14 épisodes existent indépendamment, et qu'il est impossible de déterminer dans quel ordre les regarder, alors comment pourrait-on regarder tous les ordres possibles et ainsi s'assurer de ne pas louper un ordre qui aurait un certain intérêt? Disclaimer, cette vidéo est intrinsèquement une vidéo de mathématiques. Elle revêt bien entendu une coloration geek, mais elle consiste à expliciter l'avancée faite par un forum en ligne. Je vais donc tenter d'expliquer de manière simple et compréhensible les maths sous-jacentes. Il faudra sûrement un peu plus de concentration que pour une vidéo simple de storytelling. Cela étant dit, si le parcours vous intéresse toujours, je vous invite à vous concentrer un peu sur le passage qui va suivre, qui va nous permettre d'établir les bases du problème. Donc pour mieux imaginer le problème auquel on fait face, imaginons que l'on a une série avec 2 épisodes, que l'on nommera sobrement épisode A et épisode B. Il existe évidemment 2 ordres possibles de visionnage, soit je regarde d'abord l'épisode A puis l'épisode B, soit je regarde d'abord l'épisode B puis l'épisode A. Cela me donne respectivement les ordres AB et BA. Si on ajoute un 3e épisode à notre série, que l'on appellera C, on aura alors les ordres suivants: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB et CBA. Mathématiquement, on appelle ces ordres de visionnage des permutations. C'est un ordonnancement d'éléments. Maintenant, si disons que l'on regarde l'ordre A, B, C, A, on aura certes vu 4 épisodes, mais on aura vu en fait 2 ordres différents. L'ordre A, B, C composé des 3 premiers épisodes de notre chaîne de visionnage de 4 épisodes A, B, C, A, mais également l'ordre B, C, A. On parle ici d'overlapping, parce que ce sont 2 ordres qui se recouvrent usant d'une même partie de chaîne. Cependant, un point très important, on ne tolère que les ordres continus. Par exemple, si on prend l'ordre de visionnage A, B, A, C, il ne contient pas l'ordre A, B, C, car A vient s'interposer entre le B et le C. Maintenant le problème défini, on va pouvoir s'attaquer à sa résolution. Et
Ce premier problème est donc posé sur le forum 4chan le 13 septembre 2011, où un utilisateur publie ce message. Vous avez 14 épisodes et vous voulez voir tous les ordres possibles. Notez que le personnage utilisé provient de Steins;Gate, un visual novel qui a fait l'objet d'une adaptation animée la même année. Par ailleurs, le créateur pose aussi une notation, E de N, qui signifiera le nombre d'épisodes à regarder pour voir tous les ordres possibles. Il accompagne son problème de la réponse pour les premiers ordres. Alors ce qu'on constate, c'est qu'on connaît déjà la réponse pour les séries allant de 0 à 4 épisodes. Et lorsqu'on voit la réponse pour ces 4 premiers ordres, beaucoup spéculent sur une réponse. Le fait que ça soit la somme allant de 0 à n de factoriel n-k-1. Alors c'est assez plaisant parce que effectivement cette formule est vérifiée pour les premiers ordres. En tout cas, tous ceux qui sont indiqués ci-dessus. On pourrait donc aisément imaginer une récurrence. On aurait alors prouvé l'initialisation, c'est-à-dire que l'on a montré notre point de départ, et il nous faudrait plus que montrer la relation de récurrence, qui montre que l'étape suivante fonctionne si l'étape précédente est vraie. C'est un type de raisonnement les plus classiques en mathématiques, avec des nombres entiers naturels. Si l'on compare cela à une échelle, on pourrait dire que l'on sait que le premier barreau existe, et il nous faudrait seulement montrer que si le premier barreau existe, alors le suivant également. On pourrait alors considérer que tous les barreaux existent, puisque pour trouver un barreau, il nous suffirait de partir du premier barreau dont on a prouvé l'existence, et d'utiliser notre relation de récurrence autant de fois que nécessaire pour atteindre le barreau souhaité. Cependant, cette formule n'est plus vérifiée aux ordres supérieurs. Et pour cause, la borne supérieure que l'on connaît actuellement est factorielle de n plus factorielle de n-1 plus factorielle de n-2 plus factorielle de n-3 plus n-3. Et là, c'est la débandade. La relation fonctionne pour les premiers ordres, oui, mais dès l'ordre 5, c'est faux. Et évidemment, c'est le premier ordre qui n'est pas indiqué dans le problème posé. La discussion continue donc pour trouver la meilleure borne inférieure possible. Combien d'épisodes je dois regarder au minimum pour pouvoir voir tous les ordres possibles? Alors pour simplifier la compréhension, définissons quelques points de repère. Les plus attentifs pourront prendre une petite feuille pour se les noter s'ils ne veulent pas les oublier. Tout d'abord, je vais continuer d'utiliser des lettres pour illustrer les épisodes dans mes exemples. Par exemple, A, B, C signifie l'ordre de visionnage suivant. Épisode A, puis épisode B, puis épisode C. Posons ensuite N comme étant le nombre d'épisodes totaux dans notre série. Dans le cas de notre anime, on a donc N qui vaut 14. Plutôt que de parler d'ordre de visionnage, on va donc parler de permutation. C'est mathématiquement le mot le plus approprié. Une permutation sera donc un ordre de visionnage composé des n épisodes arrangés. Une permutation est donc une manière de voir la série. Ensuite, notre ordre de visionnage global, c'est-à-dire la liste que l'on devra suivre pour voir toutes les permutations possibles, sera nommée la chaîne. En suivant la chaîne de visionnage, on s'assurera donc d'avoir vu toutes les permutations possibles. Enfin, je vais utiliser le mot valider une permutation pour dire qu'une action ajoute la permutation à la chaîne. Par exemple, pour n est égal à 3, avec la chaîne ABC, j'ai la permutation ABC. Si j'ajoute A en fin de chaîne, j'obtiens ABCA. Je valide donc l'ordre BCA, ou plutôt la permutation BCA. Bien, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir se lancer dans la recherche avec notre forum préféré. Si quelque chose n'est pas clair, je vous invite à repasser le passage précédent pour bien comprendre les définitions. Bien. Le premier constat assez évident du forum est que pour définir une permutation, il nous faut donc n lettres. Par exemple, ABCD est une permutation pour n est égal à 4. Jusque-là, rien de nouveau au soleil. Maintenant, combien existe-t-il de permutations de ce type? Bon, la réponse est assez triviale à qui s'est déjà un peu exercé à l'exercice, et la réponse est factorielle de n. Pourquoi? Essayons d'expliciter avec un exemple plus simple. Imaginons que l'on a 4 cases, où je dois arranger mes lettres. Dans ce cas, on a donc n qui est égal à 4, si vous avez bien suivi. Je vais commencer par placer mon A, j'ai alors 4 choix qui s'offrent à moi. Je pose le A, disons, ici. Passons ensuite à B. Il me reste plus que 3 choix disponibles. On va dire qu'on va le placer ici. Il me reste plus que C et D, donc on va partir avec C, et il me reste 2 choix. Je vais par exemple placer le C ici, et donc le D devra être là. Alors si vous avez bien suivi ce qu'on a fait précédemment, on a eu au début 4 choix, puis 3, puis 2, puis 1. Et donc on a eu un total de factoriel de 4 choix, ce qui correspond bien à notre factoriel de n.
Donc si on effectue ce raisonnement pour toute n entier naturel, on a donc factoriel de n permutations possibles. Ce constat est majeur parce que ça signifie que notre chaîne de visionnage doit inclure au moins ces factoriels de n permutations. C'est comme une liste de factoriels de n points à cocher. Tant qu'on n'aura pas ces factoriels de n permutations dans notre chaîne, ça sera impossible d'obtenir notre borne inférieure. Alors super, mais qu'est-ce que cela nous apporte ? Seul, clairement pas grand-chose. Mais une des premières pensées du forum est que pour définir une nouvelle permutation à partir d'une autre, il nous faut au moins ajouter une lettre. Par exemple, dans le cas n est égal à 3, avec les lettres A, B, C, ajouter A nous permet d'obtenir A, B, C, A, ce qui fait apparaître la permutation B, C, A. Donc, à partir d'une chaîne, ou plutôt d'une permutation, dans cette chaîne, il nous faut au moins ajouter une lettre pour obtenir une nouvelle permutation. Et là, si vous avez bien suivi, ça fait tact. Si on commence notre chaîne par une permutation aléatoire, qui est donc de taille n, il nous faudra au moins valider les factoriels de n-1 permutations restantes pour obtenir les factoriels de n permutations que l'on doit avoir dans notre chaîne. Il nous faudra donc ajouter factoriel de n-1 lettre, et donc notre chaîne doit au moins être de taille n pour initialiser notre chaîne, plus le nombre de permutations restantes à valider, donc factoriel de n-1, ce qui peut sobrement se réécrire factoriel de n plus n-1. Bon, ce premier constat assez malin nous offre une première borne inférieure, et c'est un premier constat qui est plutôt dur pour nos amateurs d'anime, parce que cela nous donne pas moins de 87 milliards d'épisodes à regarder au minimum pour pouvoir voir toutes les permutations possibles. Autant dire que du vivant d'un être humain, ce n'est pas forcément accessible. Et force est de constater que maintenant, certains trouvent la tâche futile. D'autres messages salés disent que ça ne sert à rien de discuter du problème, que cela revient à débattre de la conjecture de Goldbach, un problème datant du milieu du XVIIIe siècle, toujours non résolu à ce jour. Pire que ça, cette borne est en fait assez triviale à trouver pour toute personne se penchant un peu sur le problème, à tel point que certains trolls vont s'amuser à répondre constamment que la seule et unique réponse est factoriel de 14, et ça ne laisse pas vraiment l'auteur du problème indifférent. Mais c'est sans nul effort qu'une nouvelle avancée arrive. Et pour cela, on va devoir définir une opération, l'opération OneEdge. L'opération ne va pas vous surprendre, on l'a déjà utilisée en réalité de multiples fois. Il s'agit d'ajouter une lettre en bout de chaîne et de valider un ordre avec. Par exemple, à la chaîne A, B, C, D que l'on aurait pour n est égal à 4, on prend le A du début et on l'ajoute à la fin, ce qui nous donne A, B, C, D, A. L'opération OneEdge, c'est ajouter la première lettre de la dernière permutation validée pour en valider une nouvelle. L'idée est assez simple, en appliquant cette méthode, on a en fait validé deux permutations en seulement n plus une lettre. On joue sur la partie commune pour valider des ordres de manière efficiente. On a donc ici une opération utile pour valider deux permutations, mais plus qu'utile, en fait c'est l'opération optimale pour le faire. Il n'y a tout simplement pas meilleur moyen, puisque l'on recycle quasiment toute la permutation précédente pour en valider une nouvelle. On a l'unique méthode pour valider deux ordres en seulement n plus une lettre. Parce que le seul moyen de respecter la condition qui est qu'une permutation doit contenir les n éléments différents, c'est d'utiliser le seul élément qui n'est pas présent dans la partie que l'on veut garder. Et donc si on reprend notre exemple A, B, C, D, si on veut réutiliser B, C, D, on est obligé de récupérer le A. C'est pour ça que l'opération OneEdge est en fait cette opération optimale. L'opération OneEdge n'ajoute donc rien en elle-même que la formalisation de ce que l'on faisait déjà, puisque pour définir la borne précédente, on était déjà parti du constat qu'on avait besoin d'ajouter une lettre pour valider une nouvelle permutation. Le seul détail est le fait qu'on l'ait formalisé. De la même manière, on peut définir des opérations toEdge. À l'instar de la OneEdge, on va prendre les deux premiers éléments du début de notre dernière permutation validée. Par exemple, pour A, B, C, D, on va prendre AB et on va aller les coller à la fin. Alors, soit on va avoir C, D, A, B, soit on va avoir C, D, B, A. Et donc, avec les toEdge, on a de nouvelles permutations offertes. Mais le coût est supérieur. Cette fois, il nous faut rajouter 2 lettres. Et donc, pour valider 2 permutations, il nous faut n plus 2 lettres. Et on peut continuer avec ce même raisonnement pour définir toutes les fonctions kEdge. Bon, maintenant les applications définies, on va pouvoir s'attaquer à la première grande découverte du forum,
qui est en fait un premier constat. En faisant des essais avec de petits n, ils se rendent compte d'un élément majeur. Lorsque l'on part d'un ordre aléatoire et que l'on applique n fois cette opération, qui est donc l'opération one-edge, on retombe sur notre ordre de départ. Et ils appellent donc ces cycles des one loops. Une one loop, c'est toutes les permutations étant reliées uniquement par l'application de l'opération one edge. Donc pour illustrer ça, si on prend n est égal à 3, on a donc ABC, BCA et CAB qui forment une one loops. Pour sortir d'une one loops, on est donc obligé de passer par une autre opération, donc au moins une two edge ou autre qu'à edge, et donc d'utiliser plus qu'une lettre, plus qu'un épisode. Cette découverte va donc nous permettre d'établir une nouvelle borne inférieure. Rappelez-vous, notre première borne inférieure était factorielle de n plus n-1. On était parti du constat que pour valider une permutation, il fallait forcément ajouter au moins une lettre. Mais on a vu avec l'opération one-edge que cela nous faisait boucler en one loops. C'est-à-dire qu'après un certain nombre d'applications, on revenait à notre permutation de départ. On va donc baser notre raisonnement sur ce principe. La première question à se poser, c'est combien a-t-on de one loops? On sait, et on l'a déjà prouvé précédemment pour notre première borne inférieure, qu'il existe factoriel de n permutations possibles. Or, une one loop est de taille n. Pourquoi? Parce qu'après n applications successives de la one edge, on retombe sur la permutation initiale. Chaque boucle contient donc n permutations distinctes. En répartissant donc nos factoriels de n permutations dans les one loops qui sont des boucles de taille n, on obtient un nombre de one loops qui est égal à factoriel de n divisé par n, soit factoriel de n-1. Les one loops étant de taille n, pour les visiter, il faut donc n fois factoriel de n-1 lettres. C'est logique, c'est le nombre de boucles multiplié par leur taille. Et remarquez que cela revient à ce qu'on avait déjà prouvé au préalable, factoriel de n. Ça a vraiment du sens, parce qu'en fait, si on parcourt toutes les one loops, donc qu'on fait n fois factoriel de n-1, on obtient factoriel de n parce qu'en fait on a visité les factoriels de n permutations qui existent. Mais pour parcourir toutes les one loops, on a vu aussi qu'il ne suffit pas de les visiter. On est obligé pour les quitter et passer les one loops en one loops, de passer par des opérations qui sont plus coûteuses que les one edge, de type two edge ou autre. Et donc d'utiliser au moins, à chaque fois qu'il faut sortir d'une one loops, une opération qui va demander plus qu'une lettre. Et comme on sait qu'il y a factoriel de n-1 one loops, on sait qu'on va devoir utiliser au moins factoriel de n-1 lettres en plus dans notre chaîne. Et donc cela se traduit par le fait que pour visiter toutes les permutations, il faut donc visiter toutes les one loops, donc n fois factoriel de n-1, plus sortir des one loops autant de fois qu'il existe de one loops, donc factoriel de n-1. Soit une obligation d'avoir au moins factoriel de n plus factoriel de n-1 lettres. À cela, il ne faut pas oublier l'initialisation. Cette fois, elle est de taille n-2 et pas n-1, car on considère que l'on commence pas par une one edge, mais potentiellement par une two edge, qui nous servirait donc de point de départ. On n'a donc pas besoin d'avoir forcément n-1 lettre au début. On peut en avoir n-2 et juste en rajouter 2 au début. Alors, à noter que cette fois, du coup, on les prendrait pas au début, mais juste on les sortirait de celles qui n'ont pas été utilisées. Alors si vous avez bien suivi le raisonnement qu'on a détaillé au préalable, on obtient une nouvelle borne inférieure. Donc factoriel de n pour le nombre de permutations à visiter, plus factoriel de n-1 pour la nécessité de sauter de one loops en one loops, plus n-2 qui est notre initialisation. On s'approche du but. La nouvelle borne inférieure est déjà bien plus qualitative et moins évidente que ce que l'on avait au début. Si vous m'avez suivi jusque-là, je vous propose de m'accompagner pour découvrir la dernière et majeure trouvaille du forum. Il existe également des two loops. Le nom est assez évocateur, en fait il s'agit de cycles créés par les two edge et les one edge. C'est-à-dire que les two loops contiennent en fait des one loops. En utilisant uniquement des one edge et des two edge, on finit également par cycler. Et on forme des boucles qui se nomment les two loops qui sont de taille n fois n-1. Alors pour s'en convaincre, voici un exemple de cycle n est égal à 4. On voit bien ici que, effectivement, en utilisant que des two edge et des one edge, on ne peut pas naviguer dans l'ensemble des permutations existantes. On est obligé d'utiliser des opérations qui nécessitent au moins 3 lettres ou plus pour quitter ces cycles, ces two loops. On peut donc alors réutiliser le raisonnement précédent. La première question est donc un peu la même que la dernière fois. Combien y a-t-il de two loops? Alors si vous avez suivi le dernier raisonnement, c'est sensiblement la même chose. Il existe factoriel de n permutations. On a des boucles qui sont de taille n fois n-1, donc il existe factoriel de n divisé par n fois n-1, ce qui nous donne factoriel de n-2 two loops. Pour visiter toutes les permutations, il nous faut donc visiter
toutes les one loops, comme précédemment. Il nous faut donc au moins factoriel de une lettre pour visiter toutes les one loops. Toujours comme précédemment, finalement, ces one loops sont des boucles et il nous faut en sortir en utilisant d'autres choses que les one edge. Et on a besoin de factoriel de n-1 opération pour en sortir. En fait, finalement, on a vraisemblablement le même raisonnement que précédemment, avec juste l'ajout que, en utilisant même des opérations à 2 lettres, on finit par boucler. Et donc, de la même manière, on obtient une borne inférieure qui est factorielle de n plus factorielle de n-1 plus factorielle de n-2. Et si vous vous rappelez de la première borne inférieure, encore une fois, il nous faut ajouter à cela l'initialisation. Alors cette fois, on a taclé finalement toutes les one edge et tous les two edge, et pour sortir de ces boucles, on a besoin d'opérations avec 3 lettres ou plus. Et donc notre initialisation sera n-3, parce qu'on va pouvoir commencer avec une opération de 3 lettres. Ce qui nous donne finalement une borne inférieure qui vaut factoriel de n plus factoriel de n-1, plus factoriel de n-2, plus n-3. Et c'est cette borne inférieure qu'un anonyme va proposer sur le forum. Donc pour en revenir au problème initial de l'animé, ce n'est pas moins de 93 milliards d'épisodes qu'il faudrait regarder, ce que l'on peut arrondir globalement à 3 millions d'années. Et donc, globalement, c'est même pire qu'avant, c'est totalement peine perdue. Mais on peut tout de même saluer la performance du forum, d'autant que la borne supérieure, que l'on connaît actuellement, est factoriel de n plus factoriel de n-1, plus factoriel de n-2, plus factoriel de n-3, plus n-3. Ce qui est finalement assez proche. Parce que la seule différence qui sépare les deux, c'est factoriel de n-3. Ce qui est marquant dans cette discussion, c'est que paradoxalement, plus on avançait, plus le but s'éloignait. Quand on repense à 93 milliards d'épisodes, personne ne ferait jamais ça. Pas dans une vie humaine. Pourtant, des inconnus se sont acharnés à chercher, sans utilité, sans subvention, juste par curiosité. L'histoire ne s'arrête pas au forum, à cette découverte qu'un anonyme poste en 2011 sans même s'en rendre compte. Des années plus tard, elle est reprise, nettoyée, rendue lisible et publiée proprement. Le 25 octobre 2018, Robin Houston, Jay Panton et Vince Veiter en déposent une version formelle sur l'OIS en accréditant explicitement Anonymous 4chan Poster. La preuve sort de l'ombre avec source, graphe et référence. Dans la foulée, la presse scientifique raconte la trajectoire improbable. On a même un romancier de SF nommé Greg Egan qui pousse l'analyse, et c'est d'ailleurs lui qui a trouvé la fameuse borne supérieure dont je vous parlais précédemment. Alors oui, c'est inutile. Personne ne regardera jamais toutes ces permutations, mais on a gagné mieux qu'un nombre. La preuve qu'un public dispersé peut voir une structure, formuler un raisonnement solide et le faire entrer dans les livres. Depuis un fil obscur jusqu'à une note signée, archivée, citée. La prochaine fois que tout a l'air futile, souvenez-vous, il suffit parfois d'un prétexte minuscule et d'une communauté poreuse pour faire avancer notre savoir. Ici, ce prétexte, c'était un animé diffusé dans le désordre, et ça a suffi. Et si vous vous demandez à quoi bon, rappelez-vous que c'est ainsi que naissent les idées. Quelqu'un repère un motif, une autre personne le teste, une troisième le formalise, et un jour c'est écrit noir sur blanc. Pas besoin d'un labo pour commencer, un onglet ouvert, un carnet, une ligne de code, un graphe chiffonné, et surtout l'obstination de ne pas lâcher. La curiosité ne demande ni l'autorisation, ni utilité immédiate. L'utilité souvent vient après. Alors au prochain désordre, cherchez l'ordre. Au prochain même, cherchez l'idée, et si vous la trouvez, écrivez-la, le reste suivra.